Ah bah oui, faut... Moi je résiste surtout avec mon fils en fait. Si on résiste pas, le téléphone ou la tablette, il la garde 3 heures le soir et il va pas sortir, jouer au foot. Enfin oui, il faut résister. Il faut toujours lutter contre tout ça, tout le temps, partout, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Bienvenue dans Des jours sans écran, un podcast produit par la Ville de Talent. Nos clics sont des marchandises que nous fournissons gratuitement. Chaque instant de nos vies est monnayable pour ces géants du numérique. Ce qui fait déclarer au cofondateur de Netflix, Reed Hastings, mon principal concurrent, c'est le sommeil. Ces quelques lignes sont tirées du livre de la neurologue Servane Mouton, Écran, un désastre sanitaire, il est encore temps d'agir. Oui, il est temps. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de refuser de subir. Il est temps de résister. Résister à qui et à quoi et comment ? Les écrans sont massivement présents dans nos vies, même s'il existe une utilisation dite raisonnée, leur usage est très souvent discutable, voire complètement néfaste. Il faut tenter autre chose, pour ça, il faut se donner de la force, se convaincre qu'il est possible de faire sans. 10 jours sans écran, c'est le défi. Richard, Marois et Tony se sont lancés cette aventurière et ces aventuriers vont explorer un monde soi-disant non souhaitable ou impossible. Cet épisode 2 s'appelle tout simplement « Résister ». Allez, c'est moi qui commence. Plus 2. Je joue. 7. Moi, je tire un 10, d'accord. Encore. Moi, j'ai encore. Ouais. 3, 10, pas mal. Moi, j'ai 3, je vais les mettre au-dessus. On continue ou pas? Allez, je continue. 9, ok. Moi, j'ai un bon 7. On continue ou pas? Ah, là, ça... Parce que là, du coup, je suis à 72. Il vous faut 28. Vous êtes à 19. Allez. Allez, Oh 19 et 12. Ça me fait 30... Bah non, bah c'est bon 31, du coup. C'est bon. 31, j'ai okay, après, vous pouvez vous arrêter. Donc moi, il faut que je vous batte maintenant. Jouer pour résister, faire diversion pour chasser mes pulsions qui me poussent vers l'écran. Je rappelle le chiffre de 221 qui correspond au nombre de fois que l'on consulte son écran par jour en moyenne. Un temps considérable qui occupe un gigantesque espace. Ce temps est un temps qui n'est pas mobilisé pour autre chose de réellement plus constructif. Pour résister, il faut prendre le temps de constater l'omniprésence des écrans dans nos vies. Ce que s'emploie à faire Richard qui s'est dépassé, qui entame ses derniers difficiles jours sans écran. Je ne voudrais pas refaire ce défi sans écran, parce que c'est trop dur. Je voudrais regarder toutes les vidéos que j'ai pas pu regarder, tous les championnats que j'ai ratés, parler avec mes amis, beaucoup, et jouer. J'ai dit que je faisais le défi de 10 jours sans écran. Ils m'ont dit que t'es bizarre, pourquoi tu fais ça? Je leur ai dit que c'était pas bizarre, parce que j'en avais besoin, comme ça. Quand on n'a pas d'écran, on fait plus de choses qu'on ne pourrait pas faire quand on avait des écrans. Par exemple, j'ai beaucoup aidé maman. Et je lisais beaucoup aussi. La vraie astuce, c'est de lire. Parce que plus le livre il est long, plus tu auras moins de temps d'aller, dans le salon. Du coup, quand je lis jusqu'à quand ma mère elle m'appelle pour manger. J'ai un abonnement à J'aime lire Max. À la maison... comme je les ai dit que j'ai pas réussi, j'ai moyen. Des fois, quand il y a maman, je regarde pas les écrans. Par contre, quand il y a pas maman, je regarde un peu la télé. Si, par exemple, je passe une mauvaise journée au collège, je reviens à la maison et j'ai pas d'écran à regarder, c'est bizarre. Toujours en résistance, péniblement. Les écrans, Marois l'admet, sont source de conflits, elle nous le confesse. Ma vie serait mieux sans parce que des fois, ça fait des histoires. Au cœur des 10 jours sans écran, elle a participé doublement en tant qu'usagère, ou plutôt
que non-usagère et en tant qu'animatrice. Elle a apporté sa contribution à l'organisation d'ateliers mis en place par la ville de Talent durant cette période. Citoyenne éclairée, elle est lucide. Elle sait qu'il faut résister à ces écrans en tant qu'ado, en tant que parent, en tant qu'enfant. Je pense qu'il y a un défi sans écran pour justement que les gens et les familles prennent conscience que les téléphones ou les écrans, ils ont un lien avec des problèmes de la vie de tous les jours. Je sais pas, les problèmes sociaux. Il y a des problèmes d'harcèlement aussi qui passent très vite par les téléphones. Parce qu'avant, l'harcèlement, il pouvait s'arrêter à l'école. Maintenant, il ne s'arrête plus. C'est en boucle. J'accepte de relever le défi parce qu'on m'en avait parlé. Puis, j'avais envie de tester. Les jours sans écran, ils ont été faciles. Parce que de base, je l'utilisais pas plus que ça. Du coup, juste un peu plus limité, c'est tout. Et du coup, j'ai plus mal aux yeux de ouf. Et je dors mieux, je trouve. Je crois que j'aimerais bien plus arrêter pour pouvoir lire, parce que je lis pas. Sortir plus, surtout quand il fait beau, aller se poser. Je trouve qu'il y a beaucoup de paysages qui sont beaux, donc plus passer de temps avec la famille aussi. Résister, ça veut dire avoir une action consciente, explicite. Il y a une différence entre le non-usage et la résistance, sans doute. François Jarige, historien, maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Auteur de Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences. Retour sur plus de 200 ans de résistance des citoyens à la technique. La technique, c'est-à-dire les machines, les technologies. François Jarige met notamment l'accent sur le fait que la technique n'est pas neutre. C'est-à-dire que les outils techniques comme le smartphone, par exemple, entraîne des usages plus ou moins précis. Même si on peut s'en servir de différentes façons, son utilisation est quand même limitée. Les techniques entraînent des bouleversements qui changent notre rapport au monde, à notre environnement et entraînent aussi des contestations, évidemment. Non-usage, c'est juste se passer d'un usage. Parfois, pour pouvoir permettre un non-usage, il faut résister. C'est-à-dire il faut résister à des injonctions, à des obligations sociales qui nous ont imposées. Et là, ça devient évidemment de plus en plus difficile. Et il est dur de résister tout seul. C'est-à-dire, est-ce un citoyen, un individu isolé peut faire le choix volontaire d'un non-usage de tel ou tel équipement considéré comme emblématique de nos modes de vie contemporains ? Par exemple, l'automobile, le smartphone, pour prendre deux exemples caractéristiques. Donc, si on pose la question dans ces termes-là, il y a plusieurs manières de répondre. D'une part, oui, il y en a plein qui le font. Alors plein, pas tant que ça, mais aujourd'hui, 50% de la population parisienne n'a plus de voiture. Parce qu'il existe des substituts, parce que les transports en commun sont bien plus efficaces pour aller d'un point A à un point B et ça coûte moins cher. On voit bien que c'est moins une question de choix individuel que de contexte social dans lequel sont placés les individus qui rendent possible plus ou moins facilement le fait de ne pas se passer de tel ou tel appareil. Il ne peut pas y avoir d'émancipation à l'égard de ces outils individuels, puisque ces outils construisent une seconde nature, une seconde peau qui refondent fondamentalement nos rapports sociaux. On ne peut pas demander aujourd'hui à un jeune de 20 ans de se priver de smartphone, parce que ça serait le priver en fait, de ses rapports sociaux, de ses relations sociales, amicales, et y compris professionnelles, quoi. Donc c'est pas possible. C'est plus facile chez un retraité, par exemple. Donc, on voit bien comment l'insertion à l'intérieur des stratifications sociales façonne la possibilité ou pas de se libérer. Et justement, c'est en cela que les choix techniques ne doivent pas être laissés entre les choix du consommateur et le choix individuels. Ça doit redevenir des choix collectifs. Il faut des espaces de délibération de nos choix techniques. Il faut que les choix techniques soient considérés comme des choix politiques, et donc des choix qui sont construits collectivement. De quoi collectivement, comme société, on a besoin. C'est pour ça qu'il y a plein d'espaces intermédiaires. Il y a des syndicats, il y a des organisations professionnelles, il y a des associations qui militent autour de ces sujets. Et après, il faudra que tout ça aboutisse à des régulations nationales. Il faut qu'il y ait des choses qui soient interdites. Mais ça, c'est pas un gros mot. Toute société fonctionne sur la base de l'interdit. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas interdit certaines pratiques techniques parce qu'elles sont considérées comme trop dangereuses pour les gamins ou trop dangereuses pour l'environnement du fait de leur coût énergétique ? C'est ça la vie d'une société. C'est imposer des régulations qui sont collectivement acceptées parce qu'elles encadrent des pratiques qui sont considérées comme néfastes pour l'intérêt public.
François Jarich parle même de devoir de critiquer. Pourquoi ? Puisque si on prend le cas du smartphone, par exemple, les producteurs de ces objets nous vantent uniquement leurs avantages et minimisent leurs défauts, qui sont pourtant réels. S'il y a quelques smartphones pour des professions qui en ont réellement besoin, il n'y a pas de problème. L'objet en lui-même n'est pas dangereux. Le problème, c'est quand les usages se généralisent au plus grand nombre, puisque cela provoque des effets indésirables sur nos rapports sociaux, sur l'extraction minière et le rejet de déchets partout. On voit bien que ces technologies, le smartphone en particulier, posent des difficultés collectives, politiques dont il faut s'emparer. L'historien déplore que la liberté actuelle soit parfois réduite à la liberté de posséder des objets et de les utiliser. Comment vous faites justement pour vous, vos enfants, limiter la consommation d'écran ? Est-ce qu'il y a des mécanismes à mettre en place, des astuces justement pour limiter cette consommation ? Oui, déjà par exemple là j'ai un petit qui a 7 ans, enfin qui va avoir 7 ans, donc il n'y a pas d'écran. Voilà, même à table ou quoi, il n'y a pas de télé, voilà. Il n'a pas de tablette ou de Switch ou de... Voilà. Après j'ai un grand qui a 13 ans, donc il a le droit. En contrepartie de... Voilà, il a déjà un temps limité, puis c'est en contrepartie de certaines choses, entre autres les notes à l'école. On peut résister comment ? En allant faire des choses avec nos enfants, en allant au parc, en allant à la piscine, en allant au lac. Voilà, il y a plein de choses à faire qui sont le plus souvent gratuites, pas loin de chez nous. Et après, il faut apprendre à prendre le temps pour nos enfants. Donc le réseau social, pourquoi pas ? Mais alors il faut en recréer des nouveaux avec des bases éthiques. Et c'est aussi ce que dans le rapport, d'une certaine façon, nous avons écrit en disant interdiction des réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 15 ans, mais à partir de 15 ans, d'accord pour des réseaux sociaux, mais des réseaux sociaux éthiques, qui ne sont pas ceux qui sont accessibles aujourd'hui en réalité. Servane Mouton, neurologue et neurophysiologiste, auteur d'un tract publié chez Gallimard appelé « Écran, un désastre sanitaire, il est encore temps d'agir ». Servane Mouton a coprésidé la commission sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans qui a rendu son rapport, dont elle parle, en avril 2025 au président de la République. Un rapport nommé « Enfants et écrans à la recherche du temps perdu ». Pour la neurologue, les fameuses GAFAM, Google, Amazon, Facebook, ont un modèle économique toxique en soi. Ces entreprises nous poussent à avoir des usages excessifs des écrans. Il faut résister, il faut les contraindre. Il en va de notre responsabilité. Il faut retrouver, j'aime bien cette formule finalement, il faut retrouver son pouvoir d'agir. Et on a une vraie responsabilité en tant qu'adulte par rapport aux enfants et aux adolescents, d'une part parce que nous sommes des exemples pour eux, donc ils vont calquer leur comportement sur le nôtre, et que d'autre part, lorsqu'on est happé par ces contenus, on est moins disponible pour eux. Chez le petit enfant, ça va altérer ses capacités de langage, ses capacités relationnelles, encore une fois. Et chez l'ado, ça va aussi avoir des conséquences en termes de bien-être et d'estime de lui. C'est ce qui commence à ressortir des études, ce qu'on appelle les technoférences, les interférences dans la relation parent-enfant qui sont liées à l'usage de l'écran en présence de l'enfant par le parent. Comme ce sujet vient quand même de plus en plus, il me semble, dans les discussions aujourd'hui, il serait important que ces parents s'expriment, en fait, osent le dire, pour que ce soit plus cette espèce de sujet tabou qui dérange toutes les familles, parce que c'est un sujet de tension systématique je fais la guerre à mon fils, à ma fille, parce qu'il se connecte pour travailler soi-disant, mais en fait, je vois qu'il fait autre chose. C'est une guerre quotidienne dans les familles, dans laquelle l'éducation nationale a un rôle à jouer, puisqu'elle favorise l'usage de l'outil numérique à la maison pour les devoirs. Même si c'est pas pour jouer qu'elle le fait, c'est pour travailler, mais n'empêche, elle est impliquée dedans. Peut-être qu'il faut remettre en cause ça, en réalité. Peut-être pas demander aux enfants de travailler sur écran à la maison. Peut-être qu'on le fait à l'école, et à la maison, on revient au papier-crayon. Ça évite d'avoir ces conflits-là. Mais que les parents le disent, s'organisent, les réunions de parents-profs, les associations de parents d'élèves, pour que ça remonte de plus en plus, et que ça fasse bouger les lignes. C'est la pression qui fera bouger les lignes. Fort heureusement, Servane Mouton le constate, il y a bien une prise de conscience politique, des tentatives de régulation, notamment au niveau européen. Que faire alors ? Il semble donc plutôt qu'il faille aller dans le sens de la résistance, la contestation. Il semble qu'il est nécessaire, d'une certaine manière, de sortir de nos habitudes, de nos usages parfois destructeurs. Tony n'a pas attendu son grand âge pour se limiter et profiter pleinement du monde réel. Il semble plutôt bien le vivre et nous apporte un bel éclairage, lui aussi. Depuis le début du défi, j'ai utilisé les écrans qu'à l'école, sauf une fois où j'ai dû faire mon travail à la maison sur l'ordinateur. Alors à la maison, il y a mes frères qui m'ont embêté plusieurs fois pour jouer avec moi, mais sinon, j'ai dit je vais pas y aller, j'ai pris le jeu de cartes qu'il y avait à côté et puis j'ai fait un solitaire.
Je préfère des vraies cartes parce que les vraies cartes, moi, je les touche. Je vais prendre un autre exemple parce que je sais pas comment définir. Les livres, je préfère le format papier à le lire sur l'ordinateur parce que mes mains ont envie de toucher quelque chose, quoi. Alors les écrans, m'y interdire, non. Enfin, ça me change rien. J'ai pas l'impression d'avoir une modification dans mon regard envers eux. Après, j'avais déjà un regard, entre guillemets, à pas vouloir trop s'en servir. Du coup, je vois pas de différence. Mais moi, j'en ai pas besoin, quoi. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé comment je faisais. Je lis mon livre, et puis eux, ils sont sur leurs réseaux sociaux, je les laisse. Ils me gênent pas, je les gêne pas, donc c'est bon. Et on installe tous, enfin, pas moi bien sûr, ils installent tous des réseaux, des WhatsApp, tout ça, alors que l'appli message de base peut le faire. Donc, les écrans sont bien d'un côté, mais il y a des choses, ça sert à rien. Les écrans, à quoi ça sert? À rien parfois, et pourtant on les utilise quand même, c'est là où le bas blesse. Durant 10 jours, Marois, Richard et Tony ont dit stop, pour le meilleur. Elles et ils ont magnifiquement résisté avec ou sans effort. Il est impossible de s'en passer, pourtant on aimerait bien le faire. D'un côté, on s'affole très justement de leurs méfaits, de l'autre, on semble attiré, voire poussé vers eux. Résister ne suffit pas, s'en accommoder non plus, on l'a entendu. Il faut s'en affranchir, s'en libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question qui trouvera un semblant de réponse dans le prochain épisode. Nous retrouverons notre résistante et nos résistants plusieurs semaines après la fin du défi sans écran pour entendre leur nouveau point de vue, leurs nouvelles réflexions nourries de leur expérience. C'était l'épisode 2, Résister, tiré de la série de podcasts Des jours sans écran, produite par la Ville de Talent. Aurélien Moulinet et Anthony Bellovra du collectif Super Pistache sont à la réalisation. Anthony Bellovra est au son et à la composition originale. Merci à l'ensemble des intervenants déjà cités et aux démasqués, à Gaël, animateur jeu de cartes à 6 faces, et à Félicia, la mère de Richard.